Au mois de septembre 2017, quelque part au Massachusetts, il y a une femme qui rentre du travail dans une maison vide. Son conjoint n'est pas là, mais son portefeuille est resté sur le comptoir. Son téléphone aussi est juste à côté. Et sur la table de la cuisine, il y a 3 enveloppes, bien enlignées, bien en vue. Comme si on avait voulu qu'elle les trouve. Elle s'approche, elle ouvre la première. C'est le testament de son conjoint. La deuxième, c'est une lettre pour elle. Et la troisième est adressée à la famille d'une femme, assassinée 25 ans plus tôt. Bienvenue sur Alex qui raconte. Ici, c'est pas compliqué. On raconte des choses sombres, des trucs paranormaux, des histoires qui font peur, des fois des vraies histoires, des fois des légendes, mais des histoires qui glacent le sang. Justement parce que, des fois, elles sont vraies, et des fois, juste l'idée qu'elles soient vraies, c'est terrifiant. Si c'est votre genre, abonnez-vous, activez la cloche, parce qu'il y a des nouvelles histoires chaque semaine, 2 semaines-ish, peut-être plus sur 2 semaines, étant donné mon petit train quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'une jeune femme qui disparaît de sa boutique un soir d'avril. Pas de témoins, pas de caméra, aucun mobile apparent. Et une enquête qui va s'étirer sur 25 ans. Et une vérité que personne, absolument personne, avait vraiment vu venir. Installez-vous. Le 15 avril 1992, en fin d'après-midi, il y a une jeune femme de 24 ans qui traverse les rues tranquilles d'une ville qui s'appelle Agawam. C'est une petite ville du Massachusetts. Et cette femme-là s'appelle Lisa Ziegert. Lisa, c'est une aide enseignante à l'école secondaire du coin. Enseigner, c'est sa passion. Mais une aide enseignante, ça gagne presque rien. Alors le soir, pour arrondir les fins de mois, elle travaille dans une petite boutique, une boutique de cartes et de cadeaux. Le genre d'endroit qui vend des cartes d'anniversaire, naturellement, mais aussi des pluches, des boîtes à musique. Et ce soir-là, elle rentre pour son quart de travail, comme d'habitude. Il faut savoir, la boutique est dans un petit centre commercial, au cœur de la ville. Donc, il y a des commerces, il y a des restaurants, il y a des bars. Et en traversant le stationnement, Lisa passe devant un restaurant de poulet où travaille son ami Ed. Ed, partage une maison avec le copain d'Elisa, Blair, et avec la sœur de Lisa, Lynn. Les 4 sont assez proches, c'est un petit groupe quand même très soudé. Et Lisa, pense pendant un instant à rentrer, saluer Ed. Et elle regarde l'heure puis elle se dit « une autre fois ». Et elle marche tout droit vers sa boutique. Et elle commence son quart de travail. Vers 19h, Lisa est assise derrière le comptoir. Et elle fredonne la chanson qui joue dans les haut-parleurs du plafond. Le soir, elle est seule. Elle est complètement seule dans la boutique. Jusqu'à la fermeture à 21h. Et travailler seule aussi tard, ça la rend un peu nerveuse. Il y a parfois des clients difficiles, désagréables qui font peur. Mais il y a surtout une salle de billard, à quelques portes plus loin, d'où sortent des gens qui sont, disons, assez éméchés, qui viennent traîner dans le magasin. Mais depuis quelque temps, il y a autre chose. Quelque chose que Lisa n'arrive pas vraiment à expliquer. En fait, c'est qu'elle a l'impression qu'on la regarde par la vitrine. Et quand elle est seule, le soir, juste quand elle est seule. Et elle ne saurait pas dire qui, elle ne saurait pas dire pourquoi, juste une sensation d'être observée. Un peu avant 20h, la sœur de Lisa, Lynn, pousse la porte. Il y a une clochette qui teinte au-dessus de l'entrée à chaque fois qu'il y a un client qui entre. Lisa elle se retourne, mais elle est soulagée. Parce que c'est juste Lynn. Les 2 sœurs sont très proches. Puis parfois, Lynn passe, comme ça, le soir, juste pour bavarder puis tenir compagnie à Lisa pendant ses quarts de travail. Ce soir-là, Lisa porte une jupe en jean, porte des bottes, et à son poignet, il y a un petit bracelet à breloques. Elle parle pendant peut-être une demi-heure. Et Lisa, revient sur la même frustration. Elle veut un vrai poste d'enseignante, elle est tannée de la suppléance. Elle veut travailler à temps plein. Elle veut avoir un emploi mieux payé, pour pouvoir enfin lâcher la boutique. Et pas juste parce que les soirs seuls à la boutique la rendent mal à l'aise, mais aussi parce que elle pourrait passer plus de temps avec Blair. Puis Lynn s'en va, et Lisa la raccompagne à la porte. Et elle la regarde partir. Et dehors, le stationnement est plein à craquer. Il y a des filles de voiture, il y a des gens qui klaxonnent pour la moindre place, et c'est encore plus fou qu'à l'habitude. Le propriétaire du magasin de tapis d'à côté, dénommé James Dent, est en train de fermer. Et là, il aperçoit Lisa. Il lance un commentaire sur la folie du stationnement ce soir-là. Et Lisa, répond que oui. C'est toujours occupé le soir, mais là, c'est différent. C'est du jamais vu. Et ils se saluent. Chacun de son côté. Et Lisa rentre dans la boutique. Et vers 20h20 environ, elle encaisse un dernier client. Elle lui remet sa monnaie, remet son reçu, et elle lui souhaite une bonne soirée. Quand il est parti, elle va dans l'arrière-boutique pour faire l'inventaire avant de fermer la boutique. Et ça, ça prend encore 40 minutes. Après une longue journée, Lisa est contente.
Son corps tire à sa fin, et bientôt, elle va enfin fermer, elle va enfin quitter. Elle va peut-être même aller voir si Ed travaille encore au restaurant, discuter un peu, et là, elle entend la clochette de la porte. Il y a quelqu'un qui entre. Et naturellement, elle sort de l'arrière-boutique pour voir qui c'est. Le lendemain matin, le 16 avril 1982, il y a un employé de la boutique qui arrive pour ouvrir. Elle s'appelle Sophia. Et tout de suite, il y a quelque chose qui cloche. C'est que la voiture d'Elisa est dans le stationnement. Et ça fait aucun sens parce qu'Elisa travaille le soir, elle devrait pas être là le matin. Sophia s'approche de l'entrée et la porte n'est pas verrouillée. Autre signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Et elle entre. Toutes les lumières de la boutique sont allumées. Et les haut-parleurs jouent encore de la musique, comme si la nuit s'était jamais arrêtée. Et là, elle fouille le magasin, et Lisa est nulle part. Pourtant, toutes ses affaires sont là, son sac, ses clés, littéralement tout. Sophia, sans hésiter, elle appelle le 911. L'inspecteur Wayne Macy de la police d'Agawam arrive sur les lieux. Et ses collègues installent déjà le ruban jaune, prennent des photos, examinent le magasin. Ensuite, ils mettent l'inspecteur au courant, la voiture de Lisa qui est encore dehors, les affaires à l'intérieur, les portes qui sont déverrouillées, les lumières allumées, la musique qui joue encore. Et Lisa, disparue. On lui dit aussi qu'ils ont parlé aux voisins, le propriétaire du magasin de tapis, et il a vu Lisa la veille vers 19h30. Elle allait bien, elle avait l'air heureuse, il parlait juste du stationnement bondé. Et il n'y a personne, dans la famille, dans les amis, qui a eu une nouvelle depuis. Puis il y a un policier qui lui dit... Il dit, il faut que tu vois l'arrière-boutique. Et ce qu'on a trouvé là, ça laisse absolument aucun doute. Mais ici, le suit dans la petite pièce du fond, et dès qu'il regarde, son cœur se serre. Il y a des boîtes en carton, écrasées, aplaties au sol, comme si une personne, ou plusieurs, s'étaient débattues dessus. Et sur ces cartons, il y a du sang. Alors le portrait commence à devenir un petit peu plus clair. Lisa n'est pas partie de son plein gré, ça fait aucun doute. Sa voiture est là, ses affaires sont là, et tout indique qu'on l'a amenée de force. Et en faisant le tour de la pièce, Macy remarque que la porte arrière, elle est entrouverte. Il l'ouvre et elle donne sur une ruelle étroite, derrière l'édifice. Et par terre, devant la porte, il y a des marques de frottement, comme si on avait traîné quelqu'un, les talons qui raclaient le sol jusqu'à l'extérieur. Macy sort dans la ruelle et cherche une caméra de surveillance. Il n'y a rien. Il fait le tour des autres commerces du centre. Il n'y a aucune caméra qui pointe vers la boutique. Donc personne n'a rien filmé. Puis là, il comprend. Il comprend que cette enquête-là va nécessairement être un cauchemar. Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'image, et aucune idée à quoi ressemble l'agresseur ou les agresseurs, ni sa voiture, ni la direction qu'il a prise. Ils n'ont absolument rien. Il tourne à l'intérieur, il vérifie la caisse. Il se dit, si c'est un vol, l'argent va avoir disparu. Il l'ouvre, et l'argent est encore là. Donc, c'est pas un vol. Il appuie sur quelques touches, et la caisse crache le journal des dernières transactions. Et la dernière vente, 20h20. En argent comptant. La boutique fermait à 21h. Et pour la première fois, Macy sent qu'il y a une petite lueur, parce que ça, c'est naturellement un indice. Et l'attaque a eu lieu dans une fenêtre de 40 minutes. Ça veut dire entre 20h20 et 21h. À un moment où presque tous les commerces du coin étaient déjà fermés, sauf les restaurants et la salle de billard. Cet après-midi-là, Macy frappe à la porte des parents de Lisa. La maison déborde de monde. Il y a une douzaine de personnes et la plupart, c'est des amis de l'âge de Lisa qui se sont réunis autour de la table de cuisine. Une grande carte étalée devant elle. Ils veulent organiser leur propre recherche. Quand ils voient l'inspecteur, ils l'entourent et le bombardent de questions. Ils disent « Où est Lisa? Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais s'il les calme, il promet de parler à chacun, un par un. Et il commence avec la mère. Et sa première question, c'est « Est-ce que quelqu'un aurait pu vouloir faire du mal à votre fille? » Et la mère répond tout de suite, sans hésiter, elle dit non, aucune chance. Elle dit Lisa avait aucun ennemi, elle était gentille, elle était aimée, elle était travaillante et elle se tenait loin des ennuis. Et toute l'entrevue tourne autour de ça, du fait que c'est inconcevable que quelqu'un s'en prenne à Lisa. Elle n'a jamais rien fait de mal, elle n'a aucun ennemi. Macy parle ensuite au père, aux deux sœurs, à la colocataire et au copain de Lisa, Blair, et au colocataire de Blair, Ed. Et Blair semble complètement dévasté. Quand Macy lui demande où il était la veille, il répond qu'il était chez sa mère presque toute la soirée. Sauf pour un aller-retour à la pharmacie. Mais il ne se souvient pas de l'heure exacte. Mais il a le reçu chez lui. Ed aussi semble complètement bouleversé. Il dit que Lisa et lui étaient de bons amis, qu'ils travaillaient tout près l'un de l'autre dans le centre commercial. Et justement, ils travaillaient au restaurant de poulet, à peu près au moment de la disparition de Lisa. Et là, Macy tique. Parce que la plupart des attaques violentes, on le sait, sont pas commises par des inconnus.
Elles sont souvent, malheureusement, commises par des proches. Or, voilà un homme qui connaissait très bien Lisa et qui se trouvait à quelques dizaines de mètres à côté d'elle, au moment où elle a disparu. Aux yeux de l'enquêteur, c'est presque trop évident. Mais en interrogeant tous les amis, Macy ne récolte absolument rien contre Ed ni contre Blair. Personne n'a quoi que ce soit à dire de négatif sur eux. Personne ne sait quoi que ce soit qui pourra être utile à l'enquête. Il y a une amie, par contre, qui mentionne un détail. Environ une semaine plus tôt, Lisa lui avait parlé de cette impression d'être observée qu'elle avait quand elle était à la boutique. Mais Lisa n'avait pas dit pourquoi, ni qui elle soupçonnait. Une piste intrigante, mais impossible à suivre. Comment enquêter sur un simple malaise, sur une impression d'être observé? En fait, la seule information vraiment concrète vient de Lynn, qui est la sœur. Elle est capable de décrire précisément ce que Lisa portait ce soir-là. Une jupe en jean, des bottes et un bracelet à breloques. 3 jours plus tard, le dimanche 19 avril, en après-midi, Macy se gare en bordure d'un bois, le long de la route 75, à moins d'1 kilomètre de la boutique. Et plus tôt, il y a un homme qui promenait son chien dans ces bois qui a fait une macabre découverte. Un corps. Et il a appelé la police. Et près du corps, l'homme dit avoir vu des traces de pneus. Alors Macy et 3 autres policiers commencent à suivre ces traces dans les arbres. Mais Macy, en tête du groupe, fait à peine quelques pas. Et ses pieds s'enfoncent dans la boue jusqu'aux chevilles. Le coin, c'est un vrai marécage. Tellement que les policiers doivent marcher en file indienne et se tenir chacun dans les traces de l'autre juste pour avancer. Ils s'enfoncent dans le bois, en ligne droite, jusqu'à ce que les traces de pneus finissent par disparaître. Et autour d'eux, aucun corps. Absolument rien. Mais l'homme avait dit que les traces pointaient vers l'endroit où était le corps. Alors, continue, en file indienne, droit devant, pendant des heures, jusqu'à atteindre une petite clairière à l'écart de tout. Et dans la clairière, il y a des vêtements éparpillés partout. La nuit commence à tomber et Macy sort sa lampe de poche, il balaie les alentours et à un moment, le faisceau s'arrête sur le corps d'une jeune femme, allongée au pied d'un arbre. Elle a manifestement été agressée avant de mourir et elle a été poignardée plusieurs fois. Macy s'accroupit près d'elle pour mieux voir et le faisceau de sa lampe accroche quelque chose à son poignet. Un bracelet à breloques. Moins d'1 heure plus tard, il y a un projecteur qui s'allume d'un coup puis qui inonde la clairière de lumière. Il y a une équipe médico-légale qui vient d'arriver avec des génératrices pour travailler littéralement toute la nuit. Et au-dessus, il y a un hélicoptère qui tourne et qui prend des photos aériennes de toute la scène. Et ces bois-là, pour Macy, sont un vrai labyrinthe. Et ça le convainc d'une chose, c'est que le tueur doit être quelqu'un du coin. Quelqu'un qui connaît le secteur par cœur. Et pour avoir roulé dans toute cette boue, il devait conduire un véhicule à 4 roues motrices. Un camion, un Jeep. Il demande à l'équipe de mouler les traces de pneus et discrètement, il croise les doigts pour une seule chose, qu'il trouve une trace d'ADN du tueur sur le corps de Lisa. Quelques jours plus tard, l'équipe médico-légale le confirme. Ils ont bel et bien trouvé de l'ADN sur le corps de Lisa. Sauf qu'on est en 1992 et à cette époque, il n'existe aucune banque de données où on peut simplement entrer un profil ADN et voir à qui il appartient. Ça n'existe pas. La seule manière de faire, c'est de comparer cet ADN directement, un à un, avec des suspects et d'espérer que l'un d'eux corresponde. Autrement dit, sans quelqu'un à qui le comparer, cet ADN vaut absolument rien. Alors Macy dresse la liste des suspects. Il y a Blair, le copain, puis il y a elle, le colocataire. Mais très vite, à la déception de Macy, les 2 suspects les plus évidents tombent. D'abord, les pneus de leur véhicule ne correspondent pas aux traces de pneus qui ont été découverts dans le bois. Et leur ADN ne correspond pas à celui qu'ils ont trouvé sur le corps de Lisa. Donc Blair et Ed sont écartés. Et là, Macy se retrouve devant le vide. Il n'y a pas de témoin, aucune image. Et maintenant, ces 2 meilleurs suspects éliminés. Et pire encore, c'est que personne, absolument personne, qui semble avoir eu de raison de s'en prendre à Lisa. Et pendant ce temps-là, le téléphone n'arrête pas de sonner. La disparition et le meurtre de Lisa, c'est tout ce dont on parle à Agawam. Il y a une ligne de signalement qui est mise en place et elle explose. Et la police doit installer des téléphones supplémentaires juste pour gérer les appels. Et peu importe à quel point une piste semble farfelue, l'équipe de Macy vérifie littéralement chacune. Chacune. Il y a une femme qui appelle. Elle dit qu'il y a un homme qui vient au gym tous les jours à 15 h. Il achète un yogourt glacé et il mange debout en fixant les femmes. Ça pourrait être lui. Et il y a un autre appel. Il dit « J'ai vu une voiture de police stationnée près de la boutique le soir de l'événement. C'est peut-être eux. » Résultat, Macy fait tester l'ADN de chaque policier du département. Il n'y en a aucun qui correspond. Il y a quelqu'un qui affirme que le copain d'Elisa avait une relation secrète avec son colocataire et que Lisa aurait été tuée parce qu'elle l'avait découvert. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit « Mon ami m'a emprunté ma voiture le jour du meurtre et quand il me l'a rendue, il y avait des taches de sang à l'intérieur. » Ensuite de ça, il y a plusieurs femmes qui appellent pour dénoncer leur propre mari.
Alors ça amène nulle part. Au bout de la première année, Macy a enquêté sur 400 personnes d'intérêt. 400. Il n'y a aucune qui mène nulle part. À l'automne 1993, l'émission Unsolved Mysteries, qui était très populaire à l'époque, qui racontait des affaires vraies qui n'étaient pas résolues, diffuse un segment sur le meurtre d'Elisa. Macy est même dans le centre d'appel à surveiller les signalements en direct. Le téléphone s'allume, mais Macy déchante très vite, parce que la plupart des appels, elle répète la même vieille rumeur que c'est Ed le tueur, et la police le couvre. Sauf que Ed, on se rappelle, avait été innocenté par l'ADN très tôt. Et la police avait juste choisi de ne pas l'annoncer publiquement tant que l'affaire n'était pas résolue. Alors les gens s'étaient inventé une théorie du complot pour expliquer pourquoi Ed, qui avait l'air tellement suspect de l'extérieur, n'avait jamais été arrêté. Et l'émission génère 212 signalements, mais il n'y en a aucun qui mène à rien. Et les années passent. En 2003, l'inspecteur Macy prend sa retraite. 11 ans après le meurtre. Et l'affaire est toujours non résolue. Le dossier de Lisa Ziegert devient une de ces boîtes qu'on range dans un sous-sol. Un de ces meurtres dont on parle de moins en moins. Une jeune femme disparue de sa boutique un soir d'avril et un tueur que personne n'a jamais pu nommer. Et presque 23 ans après le crime, il y a quelqu'un qui rouvre la boîte. Janvier 2015. On a Anthony Goulouni, c'est un procureur qui était fraîchement élu, qui se rend au quartier général de la police d'Agawam. Il demande d'avoir tous les dossiers de l'enquête Ziegert. Goulouni, lui, a grandi tout près d'Agawam et se souvient encore d'avoir regardé à 12 ans les nouvelles sur le meurtre de Lisa. Et maintenant qu'il est procureur, résoudre cette affaire devient une de ses grandes priorités. Depuis le début des années 90, la technologie a énormément évolué. Alors Goulouni propose une chose, c'est d'envoyer l'échantillon d'ADN du tueur à un laboratoire pour un phénotypage. Et le phénotypage, ça consiste à utiliser des marqueurs génétiques pour deviner à quoi une personne pourrait ressembler. Bon, c'est pas un match exact dans une banque de données, mais c'est plutôt pour construire un portrait. Le portrait de celui à qui appartient cet ADN. Le processus prend plus d'1 an et demi, mais en septembre 2016, Goulouni tient une conférence de presse pour dévoiler les résultats. Et derrière lui, sur un écran, apparaît un portrait robot du tueur. On y voit un homme blanc, cheveux foncés et les yeux bruns ou noisettes. À première vue, ça semble peu. Sauf qu'il faut comprendre la nuance. C'est pas un « on pense qu'il ressemble à ça », c'est un « voici à quoi il ressemble », bâti à partir de son ADN. Mais il n'y a personne, parmi les enquêteurs, qui reconnaît le visage. Mais Goulouni espère que quelqu'un, dans le public, va le reconnaître. Puis il retourne au poste et avec l'aide de la police, il recommence à fouiller les immenses classeurs de l'affaire. Et il dresse la liste de toutes les personnes d'intérêt qui, à l'époque, avaient refusé de donner leur ADN. Ils réduisent à 11 noms. 11 hommes qui correspondent au profil et qui n'avaient jamais donné leur ADN. Goulouni rassemble toutes les preuves contre ces 11 personnes et il s'en sert pour obtenir des mandats. 11 mandats pour forcer chacun à donner son ADN. Mais avant même que les résultats ADN reviennent, Goulouni reçoit un appel inattendu. Et en écoutant la voix à l'autre bout du fil, son cœur se met à battre. Parce qu'après 2 décennies et demie, il sait enfin exactement qui a tué Lisa Ziegert. Alors voici, à partir d'aveux écrits et de l'ADN, ce que la police croit qu'il s'est passé le 15 avril 1992. Vers 20h30, le tueur gare sa voiture dans la ruelle derrière la boutique. Il fait le tour à pied jusqu'à l'avant et il se cache derrière une voiture. Il regarde Lisa à travers la vitrine. Et depuis qu'il est jeune, cet homme est fasciné par l'idée d'enlever quelqu'un. Il a fait de son mieux pour garder ça enfoui, pour pas passer à l'acte. Mais quand il a croisé Lisa, quelque chose en lui a débordé et l'envie est devenue plus forte que tout le reste. Alors ce soir-là, quand il voit Lisa disparaître dans l'arrière-boutique, il prend une grande inspiration et il entre. Il surgit sur elle avec un couteau, juste au moment où elle sort de l'arrière-boutique. Il l'attrape et passe un bras autour de son cou. Ils basculent tous les deux dans la pièce du fond et Lisa se débat, elle se bat pour sa vie. Et dans la lutte, il renverse la grande pile de boîtes en carton. Et à un moment, Lisa essaie d'arracher le couteau des mains de son agresseur, mais après une lutte violente, il prend le dessus. Il la traîne jusqu'à la porte arrière, jusque dans la ruelle, et il la pousse dans son véhicule. Puis il roule 1 kilomètre plus loin, et il tourne sur un chemin de terre qui s'enfonce dans le bois. Il roule encore un peu, jusqu'à un endroit isolé, et il s'arrête. Et là, dans la forêt, il agresse Lisa, et il la tue. Ensuite, il repart, il remonte dans son véhicule, et il s'en va, en la laissant par terre. Sur le chemin du retour, il est encore survolté par l'adrénaline. Pour lui, ça a été exactement ce qu'il avait imaginé. Mais en entrant chez lui, il y a une voix de femme qui l'appelle depuis l'autre pièce, et elle lui demande où il était. Et là, il baisse les yeux. Il voit les coupures, ils sont partout sur ses mains. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. S'il repart se nettoyer maintenant, il aura l'air suspect. Alors il prend une inspiration
Et il continue d'avancer dans sa propre maison, en espérant qu'elle ne remarque pas les mains et qu'elle ne comprenne pas. Le soir s'appelle Gary Scarra, et son seul lien avec Lisa, c'est qu'il avait été le client de la boutique où elle travaillait. Souvenez-vous, dès le départ, la police était partie du principe que ça ne pouvait pas être une attaque au hasard, que le coupable devait forcément être un proche. En réalité, elle s'en était une. Et quelques semaines avant le meurtre, Scarra était entré dans la boutique pour une raison parfaitement banale. Acheter une boîte à musique pour sa femme. C'était pas pour repérer une victime, il voulait juste offrir un cadeau. Mais en voyant Lisa derrière le comptoir, il est devenu obsédé par elle. Et cette obsession a fini en meurtre. Cette impression que Lisa avait depuis des semaines d'être observée par la vitrine quand elle était seule le soir, elle n'avait rien imaginé. Quelqu'un la regardait, vraiment. C'était lui. Mais il y a pire. Il y a un détail qui donne froid dans le dos. C'est qu'en janvier 1993, moins d'un an après le meurtre, la femme de Scarra, celle-là même qui l'avait appelée de l'autre pièce le soir du crime, avait téléphoné à la police pour signaler que son mari pourrait être impliqué dans le meurtre de Lisa. Sauf que la police avait jugé que le signalement était peu crédible. Pourquoi? Parce que la femme de Scarra était alcoolique et parce que le couple était en plein divorce. Un divorce houleux, donc ça ressemblait à une vengeance. Et puis souvenez-vous, à ce moment-là, il y a des dizaines de femmes qui appelaient pour dénoncer leur mari, ou du moins accuser leur mari. Et celle-ci n'était qu'une parmi tant d'autres. Elle a été filtrée, écartée. Alors le nom de Gary Scarra s'est enfoui parmi des centaines d'autres suspects pendant 25 ans, jusqu'à ce que la police lui serve un mandat pour obtenir son ADN. Il faisait partie des 11. Les 11 hommes qui correspondaient au portrait et qui n'avaient jamais donné leur échantillon. Et en comprenant qu'il était sur le point de se faire prendre, Gary Scarra laisse à sa conjointe une lettre. Et il avoue le meurtre. Les 3 enveloppes sur la table de la cuisine, il y a son testament, il y a une lettre pour elle, et une lettre qui est adressée à la famille d'une femme assassinée 25 ans plus tôt. Puis, il tente de mettre fin à ses jours, mais il survit. Il est retrouvé à l'hôpital et arrêté le 16 décembre 2017. Et 2 ans plus tard, il plaide coupable à un meurtre au premier degré. Et il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Au bout du compte, il n'y a pas eu de mystère insondable, il n'y a pas de génie du crime, juste un homme qui était entré dans une boutique pour acheter une boîte à musique pour sa femme. Le genre d'homme qu'on croise sans le voir. Le genre de visage que même les enquêteurs n'ont pas reconnu quand il est apparu sur leur écran. Et pendant 25 ans, la réponse a dormi dans une boîte de carton, dans un signalement qui a été classé comme pas crédible. Un appel qu'on avait reçu et écarté. Une femme qui avait senti qu'on la regardait un soir à travers une vitrine. Et elle avait raison. Voilà ce qui s'est passé à Agawam au printemps 1992. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve pour la prochaine histoire.